Numéro 10. La grande puissance de l'Amérique du Sud. Le Brésil est le 5e plus grand pays de la planète, avec une immensité qui s'étend sur environ 8,5 millions de kilomètres carrés. Il est à peine plus petit que les États-Unis, mais plus vaste que la plus grande partie de l'Europe réunie. Le Brésil domine la carte de l'Amérique du Sud en partageant ses frontières avec 10 pays et en abritant près de 60% de l'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde. Quand on dit que le Brésil est un géant, croyez-moi, ce n'est pas une exagération. Sur la carte, il semble dévorer près de la moitié du continent, avec une population d'environ 212 millions d'habitants. Le Brésil figure parmi les 7 pays les plus peuplés du monde. C'est une nation profondément diverse, forgée par des racines indigènes, la colonisation portugaise et des millions d'Africains arrachés à leurs terres pendant la traite transatlantique des esclaves, ainsi que par des vagues d'immigrants venus d'Italie, d'Allemagne, du Japon et du Moyen-Orient. En fait, le Brésil abrite la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon. Le résultat est un pays vibrant, plein de contrastes et profondément inégal. Le Brésil figure depuis des années parmi les économies les plus inégales de la planète, où d'imposantes tours de luxe peuvent se dresser à quelques minutes de modestes favelas construites sur les collines. À la différence de beaucoup de ses voisins, les Brésiliens parlent portugais, pas espagnol. Et curieusement, pour beaucoup de Portugais, s'ils parlent très vite, les différences se font encore plus nettes. Cela lui confère déjà une identité culturelle unique en Amérique latine. Et voici un détail qui tromperait beaucoup de visiteurs. Rio de Janeiro n'est pas la capitale du Brésil, bien qu'elle l'ait été. Rio est devenue capitale coloniale en 1763, et plus tard la capitale du Brésil, indépendant de 1822 jusqu'en 1960. Mais en 1960, le gouvernement a transféré la capitale vers l'intérieur, à Brasilia, une ville moderniste construite de zéro, conçue pour stimuler le développement du cœur du pays. Aujourd'hui, Brasilia reste le centre politique du Brésil, même si Rio continue de dominer les cartes postales et l'imagination des voyageurs. Sur le plan économique, le Brésil possède la plus grande économie d'Amérique du Sud, avec un PIB proche des 2 billions de dollars, ce qui le place parmi les 10 ou 12 économies les plus puissantes de la planète selon l'année. C'est une véritable puissance agricole mondiale, leader mondial des exportations de soja, café, viande de bœuf et jus d'orange. Si vous avez déjà bu un café brésilien le matin, il y a de fortes chances que vous ayez contribué à cette gigantesque machine économique avec quelques dollars. Et au-delà de l'agriculture, le Brésil excelle aussi dans l'exploitation minière, la production pétrolière, la fabrication et même dans l'industrie aéronautique, grâce à son propre secteur aérospatial. Mais le Brésil est aussi un pays de contraste. Le revenu mensuel moyen touche entre 500 et 600 dollars. Et l'inégalité reste énorme dans des villes comme São Paulo et Rio de Janeiro. Les quartiers de luxe peuvent rappeler Miami, tandis qu'à quelques kilomètres, les zones les plus modestes luttent au quotidien avec des infrastructures limitées et des services publics insuffisants. C'est un pays où les Lamborghini et les bus bondés peuvent partager la même avenue. Et oui, la criminalité reste un vrai problème dans certaines zones urbaines. Les pickpockets dans les marchés bondés, les vols de téléphone par des voleurs en motocyclette et les agressions armées se produisent surtout dans les grandes villes. Le taux d'homicide au Brésil a diminué par rapport aux années les plus violentes du début des années 2000, mais il reste plus élevé que dans beaucoup de pays développés. Alors, cela signifie-t-il que le Brésil est un pays dangereux? Non, pas exactement. Des millions de touristes le visitent chaque année sans aucun problème, mais rester vigilant est fondamental. Utiliser son téléphone distraitement dans des zones bondées, porter des bijoux de valeur bien en vue ou marcher seul la nuit dans des quartiers inconnus peut augmenter les risques. Plus que vivre dans la peur, il s'agit d'avoir du bon sens. Sur la scène internationale, le Brésil est considéré comme une superpuissance régionale en Amérique latine. Il possède la plus grande armée de la région et joue un rôle clé dans des alliances internationales comme les BRICS. Mais avant d'entrer dans ce Brésil que la plupart des touristes ne connaîtront jamais, laissez-moi vous poser une question. Quand vous pensez au Brésil, quelle image vous vient d'abord à l'esprit? La forêt amazonienne, le football, le carnaval ou quelque chose de complètement différent? Et au fait, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Dites-le en commentaire et faites savoir à tout le monde d'où vous explorez le Brésil. Numéro 9. Les femmes brésiliennes. La confiance comme mode de vie. S'il y a un pays qui figure souvent parmi les premiers quand on parle de femmes sûres d'elles, expressives et pleines de personnalité, ce pays est presque toujours le Brésil. S'habiller avec audace n'est pas considéré comme provoquant. La mentalité est simple. La beauté se célèbre, on ne la cache pas. Montrer de l'assurance dans son apparence n'est pas provocateur, mais totalement normal.
Le Brésil compte également légèrement plus de femmes que d'hommes, les femmes représentant près de 51% de la population en 2026. Et sa longue histoire de métissage indigène, africain, européen et asiatique a forgé l'une des sociétés les plus diverses racialement au monde. Cette diversité marque sa façon de voir la vie, y compris en matière de beauté, de liberté et de relations. La culture des rencontres au Brésil est généralement expressive et émotionnellement transparente. Certaines études indiquent que les femmes brésiliennes déclarent avoir en moyenne entre 4 et 6 partenaires au cours de leur vie, un chiffre très similaire à celui de nombreux pays occidentaux. Ce qui change vraiment, ce n'est pas le nombre, mais la naturelle avec laquelle on en parle. Les salutations sont également très chaleureuses. Au lieu de se serrer la main, les Brésiliens ont coutume de s'embrasser et de se faire la bise. Ce n'est pas du flirt, c'est simplement de la politesse. Le pays prend très au sérieux le harcèlement. Dans les grandes villes comme Rio de Janeiro et Sao Paulo, le métro dispose de wagons réservés aux femmes pendant les heures de pointe des jours ouvrables, de 6h à 9h du matin et de 17h à 20h. Les hommes qui pénètrent dans ces wagons pendant ces créneaux réservés peuvent recevoir des amendes jusqu'à 1000 reais brésiliens, soit l'équivalent d'environ 200 $ américains. Et juste au moment où vous croyez comprendre l'équilibre entre beauté, indépendance et normes sociales, apparaît un lieu qui défie totalement toutes les attentes. Un petit village rural appelé Noiva do Cordeiro, qui a un jour fait la une mondiale en étant décrit comme le village qui avait besoin d'hommes. Environ 90% de ses près de 600 habitants sont des femmes. Certaines sont déjà d'âge moyen et n'ont même jamais reçu leur premier baiser. Mais l'histoire, comme souvent, était beaucoup plus complexe que le titre. Tout remonte à la fin du 19e siècle. Le village a été fondé par Maria Senhora de Lima après avoir été expulsée de son village natal. Elle a créé une communauté pour les femmes rejetées par une société profondément conservatrice, en particulier les mères célibataires. Avec le temps, ce lieu est devenu synonyme de leadership féminin. Dans les années 1940, un pasteur nommé Anacio Pereira a épousé une jeune locale de 16 ans et a commencé à imposer des règles religieuses strictes. On interdisait aux femmes de se couper les cheveux, d'écouter de la musique, de boire de l'alcool ou d'utiliser des contraceptifs. L'autorité masculine contrôlait la vie quotidienne. À sa mort en 1995, les femmes ont démantelé la structure religieuse qu'il avait créée. Depuis lors, elles gouvernent le village en grande partie elles-mêmes. Beaucoup d'hommes sont partis travailler dans les grandes villes brésiliennes et le déséquilibre entre les genres s'est accentué. Mais le manque d'hommes ne signifie pas baisser ses exigences. Les femmes de Noiva do Cordeiro disent ouvertement que tout homme qui veut se marier ici doit accepter l'égalité. Cuisiner, laver la vaisselle, nettoyer la salle de bain, faire la lessive, tout se partage. Et maintenant, une question qui m'intrigue beaucoup. Voudriez-vous connaître le secret pour conquérir le cœur d'une Brésilienne sûre d'elle? Laissez le numéro 9 en commentaire et voyons combien d'entre vous sont assez courageux. Numéro 8. Dans les favelas les plus dangereuses du Brésil. Avant de réserver votre voyage au Brésil, il y a une autre face du pays que vous devriez connaître. Pendant des années, le Brésil a figuré parmi les pays ayant le plus fort taux d'homicides au monde, avec près de 63 880 meurtres en 2017 seulement. Le pays compte plus de 1000 favelas, communautés urbaines informelles concentrées en grande partie à Rio de Janeiro. La plus célèbre est Rocinha, avec une population estimée à environ 300 000 personnes, équivalent à une ville américaine de taille moyenne. Dans de nombreuses favelas, le vrai pouvoir n'appartient pas à l'État. Les bandes locales contrôlent le territoire, imposent leurs propres règles et dans certains cas, surveillent même qui entre et qui sort. Les visiteurs peuvent avoir besoin d'une autorisation et les mouvements dans certaines zones sont étroitement surveillés. À chaque fois qu'il y a un grand événement comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, le gouvernement négocie souvent avec les bandes une sorte de trêve. Mais les favelas ne se réduisent pas au crime. Vu d'en haut, on voit un labyrinthe dense de maisons de briques empilées, presque sans espace ouvert, avec des toits terrasses servant de cour. Rocinha a même son propre fournisseur internet, Net Rocinha, avec un service Wi-Fi surprenant de stabilité. Malgré l'absence d'adresse officielle, les livreurs s'orientent grâce aux couleurs des murs, aux graffitis et aux repères du quartier. Selon la légende, les colis d'entreprises comme Amazon arrivent sans disparaître en chemin. Les motos sont très courantes, zigzagant sans arrêt dans les ruelles étroites. Beaucoup servent aussi de taxis improvisés, en se glissant dans des endroits impossibles pour une voiture. Pendant ce temps, le long de murs aux couleurs vives couverts de graffitis, des jeunes du quartier se réunissent pour pratiquer la capoeira, cet art martial brésilien qui fusionne combat, rythme et danse en un seul mouvement fluide. Numéro 7. Plage nudiste et sable radioactif.
Vous est-il déjà arrivé de vouloir aller à la plage complètement nu? La plage d'Opinho à Santa Catarina a été la première plage nudiste officielle du pays et reste l'une des plus célèbres. Les hommes célibataires sont souvent refusés s'ils ne sont pas accompagnés d'un couple et tout comportement inapproprié peut entraîner une expulsion immédiate. La plage d'Abrico à Rio de Janeiro fonctionne selon des règles similaires, supervisées par des associations naturistes locales. Estamba à Paraíba est un autre lieu très connu, divisé entre une zone conventionnelle et une autre où la nudité est obligatoire, où les vêtements sont simplement interdits. Mais même avec toute cette liberté, le Brésil punit sévèrement le harcèlement, prouvant que le nudisme ne signifie pas absence de règles. Et maintenant vient quelque chose d'encore plus étrange. À la plage d'Areia Preta, à Guarapari, le sable est complètement noir et naturellement radioactif. À certains endroits, les niveaux de radiation peuvent atteindre 20 microsieverts par heure, avec des pics enregistrés jusqu'à 55 microsieverts par heure. Pour comparer, la radiation ambiante moyenne aux États-Unis est d'à peine 0,34 microsieverts par heure. Les scientifiques ont découvert cette plage en 1880, quand le chercheur autrichien Karl Hausser von Welsbach a identifié ces sables riches en monazite, un minéral contenant du thorium et de l'uranium. Dès le XXe siècle, la zone est devenue connue comme une plage médicinale où les visiteurs s'enterraient dans le sable en croyant qu'il pouvait soulager l'arthrite et d'autres maladies. En 1970 et 2001, un médecin nommé Silva Mello a promu publiquement la thérapie au sable radioactif, transformant la ville en ce que beaucoup d'habitants appelaient un véritable centre de santé. Cependant, l'autorité nucléaire brésilienne recommande de ne pas rester trop longtemps, en raison des risques potentiels à long terme comme le cancer de la peau ou du poumon. Alors, si vous deviez choisir une seule, iriez-vous à une plage nudiste ou à une plage au sable radioactif ? Commentez avec le numéro 1 ou le numéro 2 selon votre choix. Numéro 6. Les étranges tabous sociaux du Brésil. Le Brésil peut sembler décontracté, mais il fonctionne avec des règles subtiles que beaucoup d'étrangers ne remarquent pas. Certaines ne sont pas des lois officielles, mais elles façonnent en silence les interactions quotidiennes. Les enfreindre et vous recevrez des regards mal à l'aise au lieu de sourires chaleureux. Pour commencer, ne faites jamais le geste OK sans réfléchir, alors qu'aux États-Unis, ce cercle fait avec le pouce et l'index signifie simplement que tout va bien. Au Brésil, pendant longtemps, il a été considéré comme offensant. C'est pourquoi la plupart préfèrent lever le pouce. C'est un petit geste, mais la différence de sens est énorme. De la même façon, l'expression des émotions suit des normes inattendues. Dans certaines communautés indigènes comme le peuple Nayagua, il est déconseillé de pleurer en public pendant les funérailles, bien que les cérémonies soient profondément significatives et respectueuses. Les manifestations visibles de douleur peuvent être perçues comme une rupture de l'équilibre spirituel. C'est pourquoi garder sa composure est souvent considéré comme la façon correcte d'honorer le défunt. La consommation d'alcool en société a aussi ses propres codes. Au lieu de commander des bouteilles individuelles, les gens partagent souvent de grandes bières de 600 à 700 millilitres sur la table. Une personne sert des verres pour tout le monde. C'est pourquoi boire seul peut paraître antisocial ou même égoïste lors d'une réunion de groupe. Quand il s'agit de manger avec les mains en situation sociale normale est généralement mal vu, à la différence d'autres cultures où c'est habituel. Les Brésiliens utilisent généralement couteau et fourchette pour la plupart des repas, même les plus informels. C'est considéré plus poli et raffiné. Le symbolisme des couleurs a aussi plus d'importance que beaucoup de visiteurs l'imaginent. Le marron est souvent associé à la tristesse, tandis que le jaune peut symboliser la décadence comme les feuilles qui tombent d'un arbre. Le violet représente traditionnellement le deuil, notamment dans les contextes catholiques, et certains tons éteints, comme le gris, sont associés à la malchance. Pour ces raisons, on évite parfois ces couleurs au quotidien ou lors d'événements importants. Et enfin, dans certaines traditions locales, la façon dont une femme porte son chapeau peut en dire long. Dans la ville de Nautrin, incliner le chapeau vers la droite peut indiquer qu'elle est célibataire, vers la gauche qu'elle est mariée et vers l'avant sur le front qu'elle est veuve. Donc, si vous visitez un jour le Brésil, faites attention aux détails. Numéro 5. La street food brésilienne. Si vous pensez que la cuisine brésilienne se résume à la viande et aux apéritifs pour le foot, réfléchissez-y à deux fois. Aucun voyage gastronomique ici n'est complet sans le churrasco, la légendaire tradition brésilienne de la grillade.
Les serveurs passent de table en table avec de grandes brochettes de viande et de côtelettes, coupant la viande directement dans votre assiette et continuent de servir jusqu'à ce que vous abandonniez. La viande est juteuse, à peine salée, cuite lentement au feu de bois. À côté apparaît la farofa, farine de manioc grillée mélangée à de l'œuf et de la banane écrasée. À première vue, ça paraît simple, mais quand on la saupoudre sur la viande, elle ajoute une touche croustillante et grillée, avec cet équilibre entre sucré et salé qui transforme complètement le goût. Et depuis la grillade, le décor change totalement vers la côte atlantique. Le poisson fraîchement pêché est coupé en fines tranches, style sashimi, parfois préparé directement sur les rochers au bord de l'océan. Pas de longue conservation ni de technique compliquée, juste la mer, le couteau et l'assiette en quelques minutes. Ce niveau de fraîcheur n'a pas besoin de publicité, il parle de lui-même. Et puis arrive l'une des combinaisons les plus inattendues, le riz kaisara au calmar cuit en plein air entre d'énormes rochers au bord de l'eau. Ezidiondia. Ce plat de pêcheur mélange calmar, riz, ail, oignon, coriandre et banane dans une seule poêle. Cette intense couleur dorée, orangée ne vient ni du curcuma ni de l'œuf, mais de l'urucum, une graine native utilisée même comme peinture corporelle naturelle. La douceur de la banane, le goût marin du calmar et le riz moelleux semblent des ingrédients qui ne devraient pas aller ensemble. Et pourtant, ça marche. Après tant d'intensité, on cherche naturellement une caipirinha, le cocktail national du Brésil préparé avec de la cachaça, du citron vert et du sucre. Elle est forte, légèrement sucrée et assez intense pour réveiller vos sens instantanément sous la chaleur tropicale. Elle ressemble presque à un outil de survie. Ensuite vient la feijoada, le plat le plus iconique et réconfortant du Brésil. Les haricots noirs cuits lentement avec des charcuteries, du porc fumé et différentes coupes de viande, jusqu'à devenir un ragoût épais et savoureux. À côté apparaissent toujours des tranches d'orange fraîches pour équilibrer l'intensité du plat. Les croquettes à la brésilienne portent l'expérience encore plus loin, en mélangeant purée de pommes de terre, farine et œufs avant de les frire dans de l'huile de palme et de les accompagner de sauce à l'okra, crème de fruits secs, crevettes séchées et sauce aux noix. Le résultat est croustillant et crémeux, salé et légèrement sucré, tout en une seule bouchée. Les matinées commencent souvent plus légèrement avec l'açaï. Cette baie amazonienne d'un violet intense, mélangée en un bol épais, crémeux comme un smoothie, couvert de sirop et de farine de manioc. Il a un goût intense mais rafraîchissant. Dans la région amazonienne, il est même servi avec du poisson comme plat principal et pas seulement en dessert. Et enfin, il y a le jaca. Vous pourrez remarquer d'énormes fruits du jacquier suspendus aux arbres dans des endroits comme le parc national de Tijuca. Des milliers d'arbres à jacquier ont été éliminés ces dernières années car ce fruit est considéré comme une espèce invasive. Seulement entre 2016 et 2017, environ 2000 arbres ont été abattus pour contrôler son expansion. Ce qui était autrefois mangé en temps difficile est devenu plus tard quelque chose de polémique. Numéro 4. L'île la plus dangereuse du monde. Au large des côtes brésiliennes se trouve Ilha da Queimada Grande, plus connue sous le nom d'île des serpents. De loin, elle ressemble à un paradis tropical, mais de près, c'est un véritable cauchemar biologique. L'île couvre environ 0,44 km² et s'élève à environ 206 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans certaines zones, les chercheurs ont enregistré une moyenne d'1 à 5 serpents venimeux pour chaque 3,25 m². Et non, ce n'est pas une exagération. Cette île est le seul habitat naturel de la vipère à tête de lance dorée, l'une des serpents les plus venimeuses de la planète. Les scientifiques estiment qu'il y en a entre 2000 et 4000 exemplaires. Un adulte peut mesurer entre 45 et 60 cm de long et on estime que son venin est jusqu'à 5 fois plus puissant que celui d'espèces similaires du continent. Une seule morsure peut détruire les tissus humains en quelques heures, car le venin attaque agressivement les cellules sanguines et les tissus musculaires. Sans traitement médical immédiat, elle peut être mortelle. Il y a environ 11 000 ans, la montée du niveau de la mer a isolé l'île du territoire continental brésilien. En l'absence de mammifères terrestres, les serpents ont évolué pour chasser les oiseaux. Et comme les oiseaux peuvent s'échapper rapidement en volant, le venin a évolué pour agir à une vitesse extrême. Évolution en mode extrême. Pour des raisons de sécurité, le gouvernement brésilien a interdit strictement l'accès civil à l'île. Seul le personnel de la marine et les chercheurs autorisés peuvent y entrer. Pourtant, des trafiquants illégaux de faune ont tenté par le passé de capturer la vipère dorée, qui atteint des prix au marché noir jusqu'à 30 000 $ par serpent. En 2019, la journaliste australienne Tara Brown a visité l'île avec une équipe de documentaires sous des mesures de sécurité strictes. Selon les rapports, l'équipe avait un médecin et du matériel d'urgence par précaution.
Elle a décrit avoir vu plusieurs serpents à seulement quelques pas. Curieusement, l'île a été surnommée autrefois l'île brûlante, parce que les pêcheurs tentaient de dégager la végétation en mettant le feu à certaines zones. Aujourd'hui, la nature a clairement pris le contrôle. Ce qui était autrefois une tentative de domination est devenu un territoire gouverné complètement par le venin. Alors, osez-vous poser un pied sur cette île? Écrivez oui ou non en commentaire. Numéro 3. Les concours de beauté les plus fous du Brésil. Si vous pensez que les concours de beauté sont réservés aux corps extrêmement minces de défilés, le Brésil renverse totalement cette idée. C'est un pays où environ 56% des adultes sont en surpoids, un chiffre bien plus élevé que dans de nombreuses régions d'Asie. Et au lieu de cacher cette réalité, le Brésil a décidé d'en faire une star. Le concours Miss Plus Size Brésil exige que les participantes pèsent au moins 80 kg. Comme dans les concours traditionnels, il y a des défilés, des robes de soirée et des rounds d'entretien. Mais ensuite, ça devient encore plus inattendu. À Recife, dans une prison pour femmes de l'état de Pernambuco, on organise un concours de beauté pour les détenus. Les participantes sont évaluées non seulement sur leur apparence, mais aussi sur leurs connaissances et sur leur développement personnel montré pendant leur incarcération. L'idée est de combiner estime de soi, réhabilitation et réinsertion. Et puis il y a le célèbre concours Miss Bom Bom. Chaque État brésilien envoie une représentante pour concourir pour le titre du meilleur derrière naturel. Il existe une règle stricte, les chirurgies esthétiques sont interdites. Si les mesures d'une candidate dépassent environ 102 cm, elle est immédiatement disqualifiée. Le concours a gagné une énorme popularité, mais a aussi acquis une réputation plus sombre. Des rumeurs d'achat de votes, de rivalités extrêmes et d'attaques féroces sur les réseaux sociaux. Mais le plus surprenant sont les risques financiers. Certaines candidates auraient dépensé plus de 20 000 $ en interventions esthétiques pour remodeler leur corps. D'autres investissent des milliers de dollars chaque année en compléments, crèmes et entraînements spécialisés. Pendant ce temps, le prix pour la gagnante touche historiquement environ 10 000 $. Quand on compare l'investissement et la récompense, la différence est énorme et parfois semble complètement déproportionnée. Et c'est précisément ce phénomène qui a fait du Brésil l'une des capitales mondiales de la chirurgie esthétique, réalisant plus de 64 000 augmentations fessières chaque année. Pour certaines participantes, ces concours ne sont pas de simples compétitions. Ce sont des paris à haut risque pour la gloire, les contrats de sponsoring et l'ascension sociale. Selon les rumeurs, certaines sont allées jusqu'à vendre des biens ou à demander des prêts pour financer leur transformation. Sidney Diana. Numéro 2. La tribu qui dort seulement 20 minutes par jour. Au plus profond de la forêt amazonienne vit le peuple Piraha, une petite tribu indigène dont le mode de vie défie presque tout ce que la société moderne considère comme normal. Ce qui surprend d'abord les chercheurs, c'est leur façon de dormir. Au lieu de dormir 7 ou 8 heures d'affilée comme la plupart des gens, beaucoup d'adultes Piraha font de courtes siestes de 15 à 20 minutes seulement à chaque fois. Il est très rare que quelqu'un dorme plus de 2 heures au total sur une période de 24 heures. Traditionnellement, certains croient que dormir trop affaiblit l'esprit d'une personne ou la rend vulnérable. Que ce soit une croyance spirituelle ou une coutume culturelle, le résultat est étonnant. Il dépend de brefs moments de repos plutôt que de longues heures de sommeil continu. Et vous, combien d'heures dormez-vous par jour? Laissez un chiffre en commentaire, j'ai le sentiment qu'il y aura une grande différence. Leur conception du temps est aussi extraordinaire, les Pirahins vivent presque exclusivement dans le présent. Ils n'organisent pas leur vie autour de projets à long terme, ni d'une histoire lointaine. La nourriture est pêchée ou cueillie chaque jour et consommée le jour même. Les enfants apprennent directement de la nature, pas des livres ni de la technologie. Ils jouent dans les rivières, observent les animaux et absorbent des connaissances par l'expérience quotidienne. Et cela nous amène à l'aspect peut-être le plus fascinant de cette tribu, sa langue. La langue Piraha ne contient que 3 voyelles et 7 consonnes. Elle ne possède pas de mots exacts pour les nombres au-delà de concepts simples comme 1, 2 et beaucoup. Il n'existe pas non plus de catégories détaillées de couleurs, seulement des distinctions générales entre clair et foncé. Une étude de l'université d'Oslo a suggéré qu'une personne extérieure avec une mémoire moyenne pourrait avoir besoin de près de 10 ans rien que pour communiquer à un niveau basique en Pira 1. La difficulté ne réside pas dans la taille du vocabulaire, mais dans la façon totalement différente dont cette langue organise la pensée. Malgré l'absence de nombres formels, les membres de la tribu peuvent identifier et se rappeler avec précision des milliers d'espèces de plantes et d'animaux de la forêt. Une autre tradition fascinante est que les enfants reçoivent souvent de nouveaux noms tous les 6
à 8 ans. Les raisons sont encore débattues, mais les noms pourraient refléter des étapes de la vie ou des identités changeantes. Dans un monde obsessionné par les horaires, les dates limites et les registres permanents, les Pirahãs offrent une perspective radicalement différente sur le sommeil, le temps, le langage et même le sens de l'identité. Numéro 1. Le coût de la vie. Le Brésil est un pays de contraste et nulle part cela ne se voit plus que dans les dépenses quotidiennes. Dans des villes comme Sao Paulo et Rio de Janeiro, un appartement d'une chambre en centre-ville coûte généralement entre 600 et 1200 $ par mois. C'est beaucoup moins cher que dans des villes comme New York, où des appartements similaires dépassent facilement les 3500 $, ou Londres, où payer 2500 $ par mois est courant. Même comparé à Tokyo, où le loyer en centre-ville dépasse facilement les 2000 $, le Brésil semble une véritable aubaine. Et si vous sortez du centre urbain, le loyer peut descendre jusqu'à 350 ou 700 $, une fraction de ce que demandent les grandes capitales mondiales. La nourriture crée un autre contraste énorme. Un repas complet local au Brésil peut coûter entre 6 et 10 $, alors qu'à Paris ou Sydney, ce même repas informel coûte souvent entre 18 et 25 $. Les courses au supermarché sont également relativement abordables, avec le poulet à environ 3 $ la livre et le bœuf entre 4 et 6 $ la livre, souvent 30 à 50% moins cher que dans plusieurs zones d'Europe occidentale. Les transports en commun surprennent aussi. Un trajet coûte environ 1 $, loin des 3 à 5 $ habituels dans des villes comme Toronto. Mais vient ensuite le revirement inattendu. Les produits électroniques importés et les articles de luxe au Brésil peuvent te coûter entre 30% et 70% plus cher que la moyenne internationale à cause des taxes élevées. Un smartphone qui coûte 1000 $ sur le marché mondial peut facilement atteindre 1500 $ dans le pays. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe à Dubaï, où les faibles taxes rendent la technologie encore moins chère que la moyenne mondiale. Les voitures sont également considérablement plus chères au Brésil qu'aux États-Unis, parfois jusqu'à presque le double pour des modèles similaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en regardant la vidéo, il est probable que le Brésil ait déjà bouleversé tous vos sens. Alors dites-moi, avez-vous vraiment envie de vivre au Brésil après avoir découvert tout ça? Et si le Brésil n'est pas votre choix, quel pays choisiriez-vous pour vivre? Écrivez-le ci-dessous.